Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau BADA, ce nouveau supplément. Et après nous être intéressés la semaine dernière à ce qui se passe dans cette petite mais très chargée de légendes cité de San Francisco, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une contrée en tout point dissemblable, puisque si San Francisco est à la pointe de la modernité à travers les GAFA, la Jordanie, pays auquel nous allons nous intéresser, est pour partie un pays qui est dans un autre temps et pour partie dans ce temps-là. Nous nous intéressons à la Jordanie avec Alexis Bonsen. Alexis Bonsen, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes chargé de programme à l'UNICEF à Amman. Est-ce que, avant d'entamer notre conversation sur la manière dont la pandémie a été et est vécue en Jordanie, est-ce qu'il n'est pas important de rappeler, non pas où se situe la Jordanie, ça j'imagine que nos lecteurs le savent, mais quelles sont ses frontières, avec qui elle est frontalière? Alors tout à fait, mais si vous voulez, à Amman, une des premières choses qui peut choquer lorsqu'on regarde la carte ou les panneaux de signalisation routière, une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que le troisième panneau de signalisation routière après la sortie de l'aéroport indique la frontière vers l'Irak ou la Syrie, sachant que de l'autre côté, il y a Israël qui nous est frontalier aussi. L'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite au sud. Donc on est dans une région sous tension. Évidemment, on voit en fait à peu près, on est capable de voir tous nos voisins depuis n'importe quel point proche de la frontière en Jordanie, et donc on connaît la guerre autour de nous. Par contre, on ne la subit pas. La Jordanie est un pays totalement pacifique et qui a des relations diplomatiques avec tous ses voisins. C'est un pays qui est quoi, un sixième de la France à peu près? Oui, c'est ça. C'est pas un très grand pays. Du nord au sud, c'est 5 heures de route. Et une population qui est une population très mélangée à cause des réfugiés. Exactement. Alors, il y a 6 millions de citoyens jordaniens, donc qui possèdent la nationalité jordanienne, 6 à 7 millions, et sur une population totale de 10 millions d'habitants. Donc, le 2,53 millions restants se répartit entre réfugiés syriens, qui sont les plus récents, réfugiés irakiens, qui sont arrivés après en plusieurs vagues, mais lors de la première guerre du Golfe et ensuite lors de la seconde, et enfin la population la plus anciennement établie en Jordanie, la population de réfugiés la plus anciennement établie en Jordanie, qui sont les réfugiés palestiniens qui viennent de différentes vagues, qui est représentant l'historique presque du conflit israélo-palestinien. Cette population, comment a-t-elle été touchée par le Covid-19, la Covid-19, pardon, il paraît qu'elle a changé de genre. Comment a-t-elle été touchée par la Covid-19 et comment a-t-elle répondu et comment les autorités jordaniennes ont-elles répondu à la pandémie? Alors, c'est la Jordanie, notamment si l'on compare, vous faisiez référence à nos voisins auparavant, est un pays très peu touché. Il y a en ce moment à peu près 78 cas par million d'habitants. Pour rappel, dans le monde, la moyenne s'établit à 779 cas par million d'habitants. Donc, vraiment beaucoup moins de cas de contamination. On recense moins de 10 cas par jour en ce moment, et on vit tout à fait sans crainte d'être contaminé, non pas sans crainte de l'épidémie, parce que ça, c'est une autre chose. Le gouvernement a imposé très rapidement, lors de la crise de la Covid-19, un confinement qui a été très strict. J'utilise généralement l'expression « tout était interdit », sauf preuve du contraire.
Et ce confinement a été établi alors qu'il y avait eu moins d'une soixantaine de cas recensés à l'intérieur du pays au moment au niveau à la mi-mars à peu près. Quand je dis que c'était très strict, c'est-à-dire que, encore une fois, tout était interdit et l'état d'urgence a été instauré, qui a permis au gouvernement de contrôler à travers des structures militaires les déplacements de la population, fermer tous les gouvernorats et l'obligation de rester chez soi. En fait, si l'on ne respectait pas cette obligation, au tout début du confinement, on était envoyé directement dans une prison. Donc, ça a permis en fait de maintenir un niveau très bas. On n'a jamais dépassé le nombre de plus de 30-40 cas journaliers détectés. Et les frontières ont évidemment été fermées. Et d'ailleurs, toute personne qui peut revenir en Jordanie maintenant, la plupart étant des citoyens jordaniens, sont mis en quatorzaine obligatoire à leurs frais. Ce qui permet encore une fois une quatorzaine d'abord dans un hôtel et ensuite une autre quatorzaine mais chez soi. Donc, ce qui permet d'éliminer toute possibilité de circulation locale du virus. Alors, le régime jordanien est un régime, c'est une monarchie constitutionnelle qui n'est pas non plus le régime le plus, comment dirais-je, le plus sévère ni le plus faible. Mais deux questions se posent. La première, c'est, sans vouloir offenser personne, dans beaucoup de pays de la région, il est avec les lois et avec ceux qui doivent les faire respecter des accommodements, comme on dit dans Molière. Est-ce que ces accommodements ont pu être réduits à leur plus simple expression pendant la pandémie et est-ce qu'ils le sont encore? Non, ça a été très clairement dit dès le départ par le gouvernement, par le roi lui-même, on était dans un état d'urgence comparable à un état de guerre. Et rappelez-vous que lorsqu'on parle de guerre dans la région, on parle de vraie guerre, de bombardement, d'invasion de territoire. Donc ça a été très clairement indiqué que la situation d'ordre public allait être mise en main par l'institution militaire et qu'aucun accommodement, ça a été spécifié directement par le roi, un mot en arabe qui est utilisé assez souvent, qui est le mot wasta, et il y avait une phrase très forte du roi qui disait aucune wasta ne sera tolérée pour faire face à cette situation. Alors l'autre question qui se pose, c'est une question non pas d'ordre public, mais une question économique. Beaucoup de gens en Jordanie et dans les pays comparables exercent des métiers qui sont des métiers au jour le jour. On est payé à la fin de chaque journée. Le confinement a dû poser des problèmes importants à cette population-là. Comment a-t-il été fait face à ces problèmes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation était déjà difficile économiquement avant avant les mesures de confinement. La Jordanie a un taux de chômage extrêmement élevé, aux alentours de 20%, et comme vous l'avez signalé, beaucoup de gens qui travaillent aussi de manière informelle, et c'est reconnu. D'ailleurs, il y avait plusieurs projets d'assistance de techniques de la part de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour redynamiser et remettre en route l'économie. Alors forcément, tout ça a été extrêmement chamboulé, mais quand on part déjà d'une situation de base assez difficile, on s'attend à ce que la situation devienne encore plus compliquée qu'elle ne l'est pour la partie de la population qui a du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. On parle d'une augmentation du taux de pauvreté assez forte parmi toutes les populations, que ce soit les réfugiés syriens ou palestiniens ou la population, une proportion de Jordaniens, de citoyens jordaniens qui sont aussi assez vulnérables, sachant que
un des secteurs qui va être les plus touchés va être le secteur touristique. La Jordanie a un secteur ne repose pas uniquement sur le tourisme, mais a un secteur touristique qui était qui marchait plutôt bien et qui pourvoyait un nombre substantiel d'activités. De même, le confinement a réduit d'autres activités à un niveau minimal, que ce soit dans le secteur des transports, les cafés, en utilisant des règles de distanciation sociale et en obligeant, par exemple, les transporteurs avaient été obligés jusqu'à il y a quelques jours de n'avoir que 50% de leur capacité, tout en chargeant les mêmes tarifs. Donc tout ça contribue à créer beaucoup d'inquiétudes par rapport à la situation économique, qui était déjà l'un des premiers sujets d'inquiétude. Alors, le gouvernement et les organismes de protection sociale, et là je parle vraiment en connaissance de cause, puisque de par mon travail, on fait du soutien technique au gouvernement jordanien pour améliorer ces systèmes de protection sociale. Et une des choses qui a été faite, ça a été de très rapidement augmenter le nombre de personnes qui peuvent recevoir des transferts monétaires. Et ça a été fait en collaboration avec notre section, et donc j'ai participé. C'était un moment avec beaucoup de défis et très, très intéressant intellectuellement et professionnellement, puisque depuis nos maisons, nous utilisions des technologies basées sur les SMS pour pouvoir atteindre cette population qui était la plus qui était enregistrée dans certaines bases de données, et leur donner l'opportunité d'accéder à une assistance monétaire d'urgence qui a touché à peu près 250 000 foyers, 250 000 familles qui ont pu bénéficier d'une assistance d'urgence de la part du gouvernement. Ce travail que vous faites, ces 250 000 familles dont vous venez de parler, se passe dans un pays dont vous avez rappelé tout à l'heure que près un tiers de la population est composée de réfugiés de couches successives, si on peut dire, de victimes des guerres successives de la région. Est-ce qu'il y a une différence de comportement et une différence de traitement entre ces trois populations, la jordanienne, de souche, si j'ose dire, pour reprendre l'expression fâcheuse, et les réfugiés irakiens et les réfugiés syriens, sans compter les réfugiés palestiniens qui sont encore présents? Alors, la loi jordanienne, les régulations jordaniennes en protection sociale n'autorisent pas la couverture de personnes qui ne soient pas de citoyenneté jordanienne. Et je reprends d'ailleurs rapidement, vous parliez de Jordaniens de souche, beaucoup de Jordaniens sont d'origine palestinienne. Donc eux-mêmes, même s'ils ont la citoyenneté, ont cette histoire palestinienne derrière, dans leur famille et dans leur idiosyncrasie de leur famille. Donc, maintenant, ce qui a été fait, c'est que les acteurs humanitaires, que ce soit notre organisation, l'UNICEF, mais aussi le Haut Commissariat aux réfugiés, l'UNRWA, qui est l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens, a essayé de créer ce qu'on appelle un alignement parallèle sur les mesures d'urgence et de couvrir par un transfert similaire les populations dont elles s'occupent. Donc ça a été une période où beaucoup de transferts monétaires ont été réalisés. Et ces transferts monétaires, en fait, sont assez réguliers au sein de ces populations réfugiées. La réaction a été, disons, hors des camps de réfugiés, qui sont un cas à part, a été assez semblable et a permis de maintenir une forte cohésion et une forte acceptation des mesures, une acceptation assez générale des mesures de confinement. Encore une fois, c'était strict et contrôlé, mais on a eu généralement une compréhension de la part de la population en général de l'impérativité de se confiner. Et j'aurais tendance à dire de plus en plus, depuis que l'on voit les résultats, ce que j'évoquais au début de notre conversation,
les résultats sont là en Jordanie. Aujourd'hui, il n'y a pas de diffusion locale. On a très peu de cas. La majorité des cas viennent des frontières, c'est-à-dire des gens qui reviennent de l'extérieur ou des commerçants qui passent la seule frontière ouverte entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Et ceux-là sont identifiés très clairement et mis directement en quarantaine. Donc, ça a permis vraiment de créer une adhésion de la part de la population aux mesures de confinement et la compréhension de l'intérêt que ça avait. Quelle est la situation dans les camps de réfugiés? Alors, c'est plus complexe, c'est-à-dire que les camps étant, enfin, les deux plus grands camps de réfugiés, même s'il y en a d'autres, Zaatari et Azraq, sont des espaces, surtout le camp de Zaatari, qui concentre à peu près 80 000 réfugiés syriens, sont des espaces où il y a une forte densité de population. Donc, une des premières inquiétudes des autorités jordaniennes a été et si le virus commençait à circuler à l'intérieur de ces espaces qui sont semi-fermés, pas totalement fermés, mais quand même des espaces cloisonnés où on doit obtenir un permis de sortie pour aller travailler aux alentours. Et donc, par exemple, le confinement dans Azatari est toujours d'actualité. L'armée a bloqué les permis de sortie des gens qui avaient le droit d'aller et venir entre le camp et hors du camp pour aller travailler et gagner leur pain quotidien, disons. Donc, ça est, encore une fois, réussite. Il n'y a eu aucun cas à l'intérieur des camps de réfugiés, mais par contre, c'est une population extrêmement vulnérable. Les services essentiels ont continué à être délivrés par la plupart des acteurs humanitaires, l'UNICEF pour l'eau par exemple, ou la distribution de kits d'hygiène pour s'assurer d'une bonne hygiénisation. Mais à l'intérieur du camp, la population reste cloisonnée avec beaucoup d'incertitudes sur comment ça va pouvoir repartir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités économiques possibles à l'intérieur du camp, et beaucoup dépendent de ce va-et-vient entre les villes alentours, la ville de Mafraq particulièrement, Ramta, Irbid, qui sont au nord à la frontière avec la Syrie. Et ces allées et venues permettent d'alimenter l'activité économique qui est en ce moment extrêmement ralentie, et l'inquiétude des populations au sein du camp qui partagent la même inquiétude, si vous voulez, que les autorités, le peu de personnes qui ont le droit à y rentrer. Elles veulent s'assurer, la population des camps veut s'assurer que personne ne ramène le virus, car tout le monde est conscient de la vulnérabilité du lieu. Alexis Bonsen, si je résume à grands traits, l'État jordanien s'occupe des citoyens jordaniens, les organisations internationales, les ONG, etc., s'occupent des habitants de Jordanie non jordaniens et des réfugiés dans les camps. Qu'est-ce qu'il en est de l'éducation des enfants, de l'instruction des enfants? Alors, l'école a été suspendue le 15 mars et remplacée par un système d'enseignement à distance. Là, l'école est obligatoire pour tous les enfants en Jordanie, au-delà d'un critère de nationalité. Il y a des démarches administratives, mais la base est, par exemple, les écoles publiques ne reçoivent pas seulement des enfants jordaniens, plutôt, on dirait. Et la mise en place assez rapide d'un système d'enseignement à distance, mais dont la plupart des acteurs reconnaissent qu'il a eu ses limites. D'abord parce qu'il a été mis en place très vite, donc forcément lorsqu'on va vite, potentiellement c'est toujours cette espèce de balance entre soit on va vite mais on le fait pas mais on le fait du mieux qu'on peut, soit on va pas très vite et on le fait mieux. Et maintenant, il y a beaucoup de réflexions qui sont engagées. La période de vacances scolaires est presque ouverte pour tout le monde. Il ne manque plus que les examens de fin d'année qui sont aussi pratiqués à distance. Et ce dont on parle,
c'est surtout de réouvrir les écoles plus tôt, de raccourcir les vacances scolaires pour voir si on est capable de faire un rattrapage un peu de beaucoup de compétences qui n'ont pas forcément été acquises, euh, acquises pour les enfants. D'autant plus que ça a à voir avec la vulnérabilité de la population en soi. Beaucoup de familles n'ont pas accès forcément et c'est le même genre de dialogue, de discours, de dialogue et de défis auxquels on peut être confronté en France. Beaucoup de familles n'ont pas accès à une connexion Internet ou ont juste un outil connecté pour 5-6 enfants, donc pas forcément aussi la capacité de comprendre tout à fait le site Internet. Donc, beaucoup d'enfants ont eu du mal à suivre même ces cours à distance proposés. Il y avait une chaîne de télévision, mais pareil, la chaîne, pas tout le monde a accès à la télévision, et même si elle est gratuite, disons, il fallait l'installer. Donc, tout ça a créé des difficultés pour lesquels le ministère de l'Éducation essaye de trouver des scénarios de retour plus tôt à l'école pour voir, et aussi de se préparer pour une deuxième vague, ou comment les programmes peuvent être adaptés pour que ça corresponde à un espèce de mélange entre enseignement présentiel et enseignement à distance. Dans les camps de réfugiés, est-ce que les organisations internationales, rappelons que vous êtes chargé de programme à l'UNICEF, peuvent assurer un minimum d'instruction aux enfants? Alors, on a été contraint ou obligé d'adapter très rapidement nos programmes à cette modalité de distance. Donc, par exemple, les écoles au sein des camps de réfugiés sont gérées par le ministère de l'Éducation. Donc, on ne se substitue pas au ministère de l'Éducation dans cet apport. Par contre, on apporte un plus pour ces familles. Pour ces familles. On a par exemple un réseau de centres pour la jeunesse qui a très rapidement dû changer ses modalités. Au lieu d'apporter du soutien en présentiel et d'accueillir les enfants dans différents groupes de travail que l'on gère, tout ce contenu a été rapidement digitalisé par nos partenaires, par les mêmes travailleurs de ces centres qui les ont transmis principalement par chaîne de messages sur l'application WhatsApp. Et ça a été une manière assez rapide d'avoir un suivi auprès de ces enfants les plus vulnérables et de savoir quels ont été leurs besoins. Et ça nous a servi pour faire notre plaidoyer aussi auprès des instances gouvernementales, parce que nous avons aussi un rôle auprès des instances gouvernementales d'assistance technique et de renforcer les capacités du système jordanien, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la protection sociale, au niveau de la santé aussi, et de renforcer leur capacité d'utiliser notre know-how, en anglais, notre savoir, pour que ce système soit capable de répondre aussi rapidement que les organisations internationales ou les organisations des Nations Unies. Alexis Bonsen, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à vous et à vos collègues le meilleur dans cette activité que vous venez de décrire, et je vous remercie de nous avoir fait connaître la situation au Royaume hachémite de Jordanie, où nous avons la chance d'avoir, en plus de vous, des auditeurs. Merci Alexis. Merci à vous Philippe.